Topic News avec Franck Ramarson, directeur de publication du groupe Ultima Media, comprenant les journaux Les Nouvelles, Darach et Courrier de Madagascar. Bonjour à tous en ce mardi et bienvenue dans Topic News. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Nicole et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Alors Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, est décédé jeudi soir à l'âge de 95 ans. Un décès qui a suscité l'émoi et les hommages dans le monde entier. Quel est votre point de vue ? C'est un message universel qu'on a fait passer pour toute l'humanité à cette disparition d'un grand homme comme Nelson Mandela. Nelson Mandela, il faut le savoir, c'était quand même cet homme qui a lutté contre l'apartheid, qui a lutté contre toute forme de ségrégation et qui n'a pas bougé d'iota dans sa position pour donner une image d'indépendance pour le peuple noir de l'Afrique du Sud, une image de combattant qui n'a pas voulu faire de concessions face à l'oppresseur blanc qui a dominé l'Afrique du Sud pendant des décennies. Aujourd'hui, c'est quand même avec une certaine tristesse que je vois qu'il y a quand même une certaine hypocrisie de la part des Occidentaux quand on rend cet hommage, puisque depuis toujours, on a qualifié l'image de cet homme valeureux comme un terroriste, comme un danger, que ce soit de la part des Britanniques, que ce soit de la part donc des Allemands, des Européens, des Français même, qui ont voulu voir en cet homme un homme qui a voulu émanciper un peuple sauvage, mais qui en fin de compte, pétri d'une culture, d'une éducation sans pareil, a su dominer toutes ces pressions pour pouvoir mener jusqu'au bout, même en prison, la lutte anti-apartheid. Mais ce qui était réellement sensationnel, formidable de la part de cet homme, c'est qu'il n'a pas tenu ni rancune, ni vengeance de ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Donc, il a tout de suite voulu faire une réconciliation avec les Blancs. Il faut que les gens vivent avec égalité, c'était toujours été son combat. L'image de Nelson Mandela, donc, c'est une image de quelqu'un qui a su surmonter toutes ces haines, surmonter ces problèmes, donc entre blanc et noir, et qui a dit maintenant on se réconcilie, on regarde vers l'avenir et on développe ensemble l'Afrique du Sud. Et maintenant je pense que son message est passé et sûrement que dans d'autres contrées, dans d'autres pays où encore on lutte contre le colonialisme, on lutte contre, je dirais, la ségrégation, Nelson Mandela restera toujours un modèle pour l'humanité aujourd'hui. Donc rendons-lui hommage et on présente nos sincères condoléances à toute sa famille et à l'Afrique du Sud. À Madagascar, on parle beaucoup ces dernières années aussi de réconciliation. Malheureusement, il manque des hommes de l'envergure peut-être de Nelson Mandela pour vraiment aboutir à cela. C'est une question de culture et d'éducation. Donc nous n'avons pas d'homme de valeur, comme vous l'avez dit. Nous n'avons pas d'homme qui a, je dirais, une certaine hauteur de vue sur ce qu'ils appellent l'intérêt supérieur de la nation. Et aussi donc au niveau de la culture. Vous savez, le Fiava, c'est une culture ancestrale qui fait qu'on a toujours besoin de l'autre et qu'on n'a pas besoin de faire la guerre sur un certain nombre de points. Sur l'âge d'André, on a mis ce qu'on appelle le Fuknul. Donc c'est une assemblée générale qui traite les problèmes de la société, du village, qui traite des problèmes familiaux quand il y a conflit. Et au sein de ce Fuknul, ce qu'on appelle les Remanjen, donc les sages qui donnent les derniers conseils, donnent donc un jugement pour que tout se rentre dans l'ordre. Quand on parle de réconciliation, on devrait revenir à ces notions-là d'abord, parce que ce sont des notions ancestrales, des notions qui caractérisent la société malgache et qui sont proches de ce qu'a fait les Sud-Africains quand ils ont mis en place la commission Vérité et Réconciliation. Il faut donc que chacun extirpe ce qu'il a dans le cœur pour pouvoir soigner les maux et crever les abcès qu'il faut. Aujourd'hui,
La seule différence ici entre les Sud-Africains et nous, c'est là-bas il y a eu l'apartheid, la ségrégation raciale, et c'était une guerre entre les Blancs et les Noirs. Et là, donc, il faut quand même faire cette différence, c'est que l'inégalité raciale a existé et Mandela a toujours combattu pour l'égalité des droits, l'égalité raciale pour les Blancs et les Noirs. Donc, effectivement, quand on l'a libéré, quand il est monté au pouvoir, il a bien compris qu'il ne faut plus revenir en arrière. Il faut donc que le peuple se concilie pour pouvoir aller de l'avant et développer ensemble, en harmonie, puisqu'on vit sous un même toit, l'Afrique du Sud. Et il a réussi, puisque l'Afrique du Sud fait partie maintenant des pays émergents, le BRICS, et que ça a été prouvé que les Noirs en Afrique du Sud, même avec certains errements, même avec ce qu'on appelle certaines corruptions dans ce pays, ça n'a pas empêché qu'il y a eu un développement et que l'Afrique du Sud est devenue quand même le premier pays dans la zone qui sert maintenant de locomotive pour l'économie régionale. Donc moi je pense que Mandela, sur ce plan-là aussi, a réussi son pari, c'est de mettre l'Afrique du Sud parmi les grands pays du monde, c'est-à-dire qu'il a pu organiser déjà la Coupe du Monde, c'est déjà quelque chose de très grandiose. Il a pu faire gagner sur le plan sportif l'Afrique du Sud comme champion du monde. Et où maintenant, il va faire venir tous les chefs d'État du monde entier à son enterrement. Je pense que c'est vraiment un grand hommage à un homme qui a fait beaucoup pour son pays. On va parler maintenant du sommet France-Afrique qui a pris fin samedi dernier. Quel est votre point de vue à propos des résolutions, notamment économiques ou encore sécuritaires ? Parce que la fin du sommet coïncide notamment avec le début de l'intervention militaire de la France en Centrafrique, qui a d'ailleurs été réclamée par la population centrafricaine. C'est peut-être une coïncidence malheureuse, ce qui se passe en Afrique du Sud et l'intervention militaire au Centrafrique. On le savait déjà presque depuis 6-7 mois que le président centrafricain de la transition, M. Michel Djotodia, ne pouvait plus maîtriser la situation et qu'il y a les milices de la Séléka et certains groupes écumaient la région et ça donnait des pratiques terroristes qui font mal à la population centrafricaine. Que peut-on dire de ce sommet ? Le sommet, donc, c'est un sommet qui a été conçu pour mettre en place une force africaine pour lutter contre le terrorisme, restaurer la paix, et que ça irait dans le sens où actuellement l'Afrique fait partie de ces pays qui fait régulièrement un taux de croissance avoisinant les 5% minimum, sauf Madagascar, à cause de la crise économique. Et que cette croissance, si on veut la rendre durable, il faut donc une période de stabilité et de paix, et que tous ces pays doivent jouir de ce boom économique qui est en train quand même de se faire ici, donc dans le continent africain. Comme vous le voyez, les pays africains recèlent d'immenses réservoirs de richesses encore d'exploiter. Donc, le problème, c'est que il y a une concurrence des pays émergents, des grands pays comme les États-Unis, qui aussi donc y mettent leur nez, et que je pense qu'on a voulu faire une politique d'harmonisation donc de tous ces pays pour qu'il y ait, je dirais, une cohérence dans la politique à tenir pour la sécurité de l'Afrique, notamment dans la sécurité des richesses minières et naturelles. Donc là, je pense que des résolutions ont été rédigées. Il faudrait savoir simplement est-ce qu'elles seront appliquées ou pas, mais en tout cas, l'intention était bonne. Il faut maintenant que les pays africains montrent leur volonté à vouloir aller de l'avant, développer leur pays. Il faut aussi donc une certaine flexibilité de la part des pays partenaires européens et du BRICS pour laisser les pays africains choisir leur modèle de développement, choisir leur modèle politique, puisque on n'a pas cessé de dire pendant les 3 jours
qu'il faut des élections démocratiques, puis il faut des élections libres et transparentes. Mais est-ce que c'est la panacée? Et quand on voit toutes ces turbulences dans le monde entier, en Thaïlande, en Ukraine, est-ce que l'alternance, c'est toujours par les urnes ou dans la rue? C'est-à-dire que là, on est en train quand même de donner des exemples qui ne sont pas bons à montrer aux pays africains actuellement, puisque on donne des leçons à nos amis du continent en disant respecter la démocratie, alors qu'on est en train, à côté, de pousser en Ukraine ceux qui sont pour l'intégration dans l'Union européenne à renverser le président en place, tout comme en Thaïlande. Donc moi je pense qu'il y a un double langage qu'il faut bien surveiller, mais il faut aussi voir comme quoi les pays africains doivent donc voir d'abord leurs intérêts. Quels sont les intérêts sur le plan économique? C'est qu'il y a un préalable incontournable pour accomplir les progrès économiques et sociaux, à même de transformer la vie des populations, c'est-à-dire faire cette doctrine des 3I, quand je parle 3I, la solidité des infrastructures, et sur les infrastructures, une intégration régionale plus poussée, des institutions fortes et non des hommes forts, je dirais une croyance pour pouvoir sortir l'Afrique de cette crise politique dans certains pays. Donc moi je pense que si on adopte déjà une certaine visibilité là-dessus, on pourra aller plus loin par rapport à ce que l'on pense. En tout cas, là, certains pays africains ont pu déjà compter sur la France qui montre sa volonté qu'elle peut intervenir quand il le faut pour résoudre certains problèmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même des accords secrets de défense qui ont été faits avant, mais la France aussi, elle ne peut pas intervenir sans l'aval du Conseil de sécurité. C'est peut-être là qu'il faut voir, qu'il faut nuancer les choses, c'est qu'un pays ne peut pas entrer comme ça, c'est pas comme on a fait en Libye, ou comme fait les Américains en Irak, ou comme on peut faire en Syrie, mais on a donc fait appel au Conseil de sécurité, et après donc il y a eu le feu vert, et après donc on intervient pour qu'il y ait une sorte, je dirais, de pacification de certaines régions africaines. Mais je reviens simplement donc à cette histoire de croissance économique, puisque si on parle de croissance à 5%, comme on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut au moins 7%, parce qu'on a une croissance démographique ici de l'ordre de 3%. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, je dit tout à l'heure, de ces 3I, infrastructures, intégration régionale, institutions fortes, pour pouvoir accentuer le progrès et le développement en Afrique. Et cela veut dire simplement que si les découvertes attirent les grandes multinationales, c'est-à-dire qu'il faut aussi donc qu'on ait des projets d'investissement structurants, commercialement viables, à même de transformer l'Afrique. Et ça ne peut se faire sans la sécurité. Et à ce niveau-là, l'intention de la France était bonne, et donc maintenant il faut savoir le traduire sur le plan concret, notamment de la part des pays africains. C'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. Merci Franck Ramerson. Merci Nicole et merci à tous nos auditeurs.